Otep, Mbote, Amos, à vous tous, mes très chers frères, mes très chères sœurs, j'espère que vous allez bien. Manenzona Zaneter, nous voit à vous tous. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris, nous allons faire la biographie de Charles Darwin. Donc, cette biographie sera faite en 2 parties parce que si évidemment j'essaye de faire une biographie, la biographie complète comme les documents que j'ai apprêtés, sachez qu'on va mettre 3 heures, 4 heures. Donc, il est plus préférable de le scinder en 2 parties, comme ça, évidemment, les informations, les données qui seront les données qui vont être partagées sur ce podcast channel seront plus digérables. Ça sera plus facile à digérer. Donc, pourquoi, évidemment, j'ai décidé de vous faire la biographie de Charles Darwin. Avant tout, je vais d'abord vous expliciter la raison de cette Open Channel, car c'est toujours évidemment dans l'optique de la channel. L'objectif de cette chaîne est c'est de faire des séances de lecture plus ou moins quotidiennes à travers les textes et les récits théorisés que de nombreux locodermes ont écrit sur comment instrumentaliser le peuple mélanoderme, et dans le but de plus tard et dans le but qu'ils ont toujours espéré, qui s'est un peu ralenti, qui est de détruire totalement tous les Africains, tous les Noirs, et d'avoir l'Afrique sans les Africains, le rêve de tout bon locoderme dissimulé caché au fond d'eux. Voilà. Et dans l'autre option, comme vous avez déjà commencé, on commence déjà à lire certains livres de nos auteurs à nous, des Noirs Kamites. Bon, certes, je suis beaucoup encore pour le moment en train de vous faire des séances chez Kanta Job, mais nous verrons d'autres auteurs. Ici, nous lisons également les lectures de nos propres auteurs dans le but de comprendre, dans le but évidemment toujours de comprendre le processus d'instrumentalisation des hommes et des femmes noirs, mais ceci est encore plus ancré parce que ces auteurs qui sont nos auteurs noirs africains, ils vivaient la situation au jour le jour, ils étaient vraiment imprégnés par l'oppression de ce système sur eux et sur leurs proches, et ils analysaient également dans l'ensemble, donc c'était évidemment une analyse intérieure-extérieure. Et donc, ça rendait encore l'enrichissement de l'explication de ce phénomène d'instrumentalisation et les conséquences de ce phénomène d'instrumentalisation encore plus puissant, encore plus suprême à comprendre en fait. Et évidemment, dans certains textes de nos frères, ils expliquent les solutions, les mises au point, les moyens d'éviter, de contrecarrer, de détruire ce système. D'autres ont des idées assez radicales. Vous pouvez comprendre ce que je suis en train de vous dire par là. Et d'autres ont des idées pacifistes ou d'autres ont des idées qui peuvent à la longue aussi nous permettre de nous éloigner petit à petit du système locodermique, voire même de ne plus voir les locodermes, de ne plus accepter leur vision, de ne plus accepter évidemment leur point de vue, leurs idées. Et au contraire, nous allons nous inspirer de nous-mêmes et continuer notre vie sans la locodermie. Personnellement, j'avoue que mon optique est de vivre sans le locoderme, c'est de ne plus répondre aux attentes de la Locodermy Society. Le but, comme je dis, moi je préfère, ça c'est mon objectif personnel maintenant vis-à-vis de cette podcast channel, de faire en sorte que nos frères et sœurs créent un système immunitaire, un système de défense comme tous les MST, les IST que vous pouvez avoir. Donc, créer ce système de défense pour permettre à vous et à vos futures générations en génération de pouvoir lutter contre ce système vampirique qui est extrêmement toxique et je le précise bien, d'une dangerosité à l'extrême. Et je répète, le locoderme, c'est tout ce qui n'est pas noir, donc par conséquent, le locoderme est à la fois le type caucasien, il est le type arabe, il est le type œil bridé, et il y a également les métis qui préfèrent aussi tendre davantage vers la locodermie. Il faut citer évidemment tous ces points dangereux. Nous avons également les nègres de maison, mais ils ne font pas partie de la locodermia système. Eux, ce sont plutôt les biens meubles à la Colbert. Voilà un peu l'objectif de la podcast channel. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cette biographie de Darwin? Vous l'avez compris, j'ai aussi fait pour Kalergi parce que après nous allons inaugurer sa séance de lecture. Nous allons lire les parties qui nous intéressent le plus particulièrement dans Idealismus Praktische.
Donc, je vous ferai évidemment lire la préface d'abord. Bon, j'ai déjà prêté tous ces documents-là, mais c'est que il est très important que l'on passe par Darwin pour vous expliquer Idealismus Practice, parce que tout cela est lié. Voilà. Et donc, l'objectif, c'est de faire comprendre aux Noirs que la théorie de l'évolution, que évidemment, beaucoup de personnes ont essayé de démontrer que Darwin avait tort sur cela, est quand même quelque chose de très important à expliquer. Ici, moi, j'ai préféré d'abord parler de la biographie parce que il est très important de comprendre un peu l'ensemble des phénomènes, des facteurs qui ont créé ce personnage qu'est Darwin. Darwin, c'est la conséquence d'un ensemble de choses. C'est la conséquence, évidemment, d'un facteur qui est son propre gène, qui est le fait qu'il soit un leucoderme. C'est un ensemble de facteurs liés à sa famille, liés au système de génération en génération. Donc, les valeurs familiales, la culture, évidemment, tout l'ensemble du facteur familial qui a constitué une partie, évidemment, de son enfance, de son être, évidemment, de son côté adulte, de sa vieillesse, donc de toutes ces valeurs qu'il a pu créer, qu'il a pu ajouter. Évidemment, ses mentors, ses maîtres spirituels ou ses mentors physiques, évidemment, qui ont constitué cette personne et donc, petit à petit, ont donné plutôt des idées et ont abouti évidemment à ce que cette personne puisse avoir des thèses qui longtemps il pensait et qu'il avait besoin de plus d'appui pour évidemment les faire voir sur la sphère mondiale. C'est pour ça que, évidemment, il n'y a pas que Rémi Gomez qui l'a dit, il y a plein de chercheurs, évidemment, lorsqu'on fait la recherche biographique de quelqu'un, il est très important de retracer cette généalogie. Il est très important de fouiller, évidemment, d'où provient cette personne. Il est très important de comprendre d'où viennent ses pensées. Et croyez-moi que le résultat est aussi semblable que ceux que l'on a eu pour les africanistes et les personnes qui ont essayé, comme vous l'avez suivi sur la séance de lecture de Cheikh Anta Diop, les problèmes de l'art africain, vous allez là comprendre tout bonnement le problème fondamental, peut-être même encore d'une autre vision, du leucoderme. Le leucoderme est un être naturellement psychopathe qui a vraiment, c'est un être très délirant en fait. Et donc, de par ses fantasmes, ses hypothèses, ses délires et ses envies et son univers un peu chaotique, j'ai envie de dire son univers sauvage, parce que c'est vraiment un être sauvage, de par son univers sauvage, vous allez comprendre que ses délires, évidemment, il a voulu l'employer à la sphère mondiale. Parce que le leucoderme a cette tendance de faire en sorte que son problème à lui devient le problème du monde. Je vous ai dit que la guerre mondiale, c'est un problème d'un homme, de famille. C'est un problème de famille, c'est un problème fraternel qui est devenu un problème du monde. Moi, personnellement, la Première Guerre mondiale, c'est pas mon problème parce que lorsqu'on comprend véritablement cette histoire, on voit que c'est une histoire idiote qui aurait pu s'arranger d'une façon diplomatique comme c'est eux qui sont les diplomates, mais elle ne s'est pas arrangée de cette façon. En fait, je pense qu'ils essaient de trouver tous les prétextes nécessaires pour mêler tout le monde dans leur guerre, dans leurs problèmes, dans leurs ennuis, parce que c'est comme ça qu'ils sont malheureusement. Ils n'aiment que créer les ennuis, ils aiment créer des problèmes, ils aiment créer des délits, ils aiment créer des catastrophes. Et vous allez comprendre que, évidemment, avec la théorie de Darwin, c'est ce que cela a généré. De un, nous allons comprendre que Darwin est un être qui n'allait pas extrêmement bien, évidemment, c'est soutenu par cette lignée familiale. Et après, nous allons comprendre que son délit a fait en sorte que il aille très très loin, évidemment, dans ses a priori. Et ça a créé, évidemment, des adeptes plus tard qui ont mené à des théories farfelues telles que le darwinisme. Le darwinisme est né, évidemment, de pas les adeptes, de pas les aimants, les amoureux, des idées, des théories de Darwin. Et puis, plus tard, ça a fait naître à toutes ces idéologies purement négrophobes que vous appelez vulgairement le racisme, malheureusement. Et évidemment, qui est la preuve que le racisme, c'est plutôt un mot assez récent, mais évidemment, ça a été un très très grand événement grâce à sa théorie. Et vous avez constaté que lorsque le leucoderme font souvent les biographies de l'auteur, les autobiographies, ils ont l'habitude de toujours présenter les parties élogieuses, et toujours des parties magnifiques, des parties les plus improbables, incroyables, malheureusement. Bon, heureusement pour eux, malheureusement pour nous. C'est-à-dire que lorsqu'ils vont présenter ces parties, ces moments,
ne vont que présenter les parties qui les arrangent, les parties les plus fustigieuses. Et même si par moment on ne peut pas éviter certains points très négatifs de leur vie, ils vont essayer d'enjoliver la chose. Parce que pour eux, il est très important de soigner l'image. Il est très important de soigner l'image des personnes qui, évidemment, ont fait évoluer leur société, qui ont fait évoluer leur vision universelle scientifique de la chose. Et donc, ça va rebooster des jeunes, ça va booster des jeunes, le coderme de toute l'écodermie confondue, ça va les rebooster, ça va les donner envie, évidemment, de se dépasser, d'être de grands scientifiques, de grands penseurs, Mendel, tout ça, tous les autres, évidemment. Et ça va créer une société où les personnes leucodermiques se disent qu'ils ont le droit, ils ont la supériorité d'avoir une pensée très très haute et donc d'avoir la force de faire les sciences et autres. Et donc derrière, quand on voit cet éloge, on se dit que du côté mélanoderme, quand ils voient que les plus grands penseurs sont faussement, mais officiellement montrés comme étant le leucoderme, ils se disent que l'école, c'est pas pour eux, il faut laisser la place au leucoderme, c'est eux qui font les choses et nous, on va rester dans les quartiers, on va faire les choses de quartier, on va faire la musique, on va faire des trucs, des drogues, voilà. Alors que c'est extrêmement faux. C'est tout un programme aussi, cela. C'est-à-dire créer une fausse imagerie d'un personnage qui est extrêmement obscur pour booster les populations. Le Coderme, je vous renvoie quand même à la séance de lecture de la partie numéro 2 du deuxième type d'aliéné de Cheikh Anta Diop que vous voyez en vignette, évidemment. C'est très important parce que il explique aussi ce phénomène, c'est-à-dire que dans l'invention de l'histoire ou dans l'invention de ce passé, le leucoderme essaie de rebooster évidemment de façon pernicieuse et très 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 hypocrite sa jeunesse. Mais évidemment, c'est très important pour eux de le faire. Et donc moi aussi, de mon côté, j'ai décidé de présenter aussi quelques chercheurs, les grands scientifiques mélanodermiques. J'avais déjà fait une séance sur qui est Latimer Lewis, qui est Lewis Latimer, donc vous voyez la vignette. Vous pouvez aller revoir ce podcast. Et c'est très important également qui est Gareth Morgan. Nous en ferons évidemment d'autres. C'est important de parler de cela. Et aussi, j'ai fait l'introduction sur les inventeurs noirs, où j'explique un peu le pourquoi de faire ces séances podcast que nous allons remettre au goût du jour. C'est très important, mais par moment, il faudrait aussi qu'on suive nos séances de lecture. Pourquoi? Parce que les Noirs pensent aujourd'hui que l'école, le monde scientifique, le monde de la haute technologie n'est que réservé aux leucodermes. Ils vont s'en apercevoir qu'en fouillant, et en fouillant extrêmement bien, que nous avons beaucoup de Noirs qui se sont battus déjà pour accéder aux écoles et aux universités. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile et ils ont réussi à le faire parce qu'ils étaient déterminés, parce qu'ils avaient de l'abnégation, parce qu'ils avaient de la volonté, parce qu'ils avaient de la poigne, parce qu'ils avaient toute cette énergie forte et inimaginable pour, évidemment, réussir. Et ce n'était pas qu'une question personnelle, c'était une question pour l'ensemble de la communauté mélanodermique. C'était très important pour eux d'y accéder et de réussir. Évidemment, ce que vous allez aussi comprendre avec ces inventeurs, pour une grande majorité, il y a des hommes, il y a des femmes, ils ont pris pour époux et pour épouse une grande majorité des femmes et des hommes noirs. Ils ne sont pas allés à gauche et à droite parce qu'ils comprennent, ils connaissent l'importance, évidemment, de l'histoire de leur peuple. Ils connaissent la souffrance de leur peuple. Ils connaissent l'image que ça crée lorsqu'on a une réussite. Et donc, ce n'est pas pour invectiver les personnes qui sont en couple mixte, mais c'est pour savoir que lorsque vous avez du succès, comprenez que le succès n'est pas que réservé pour vous. Le succès est aussi un élément à partager. Vous savez que la femme noire est insultée dans le monde entier. Vous savez que l'homme noir est insulté dans le monde entier. Alors, lorsque vous partez avec votre richesse, donnez ça encore à la leucodermie, vous ne savez même pas que vous êtes en train non seulement vous rabaisser et de montrer encore à la sphère mondiale que malheureusement, quand l'homme noir ou la femme noire a du succès, il faut toujours qu'ils aillent du côté leucodermique, ce qui n'a pas toujours été le cas dans l'histoire. Malheureusement, on le voit. Oui, vous avez peut-être trouvé des prétextes, vous avez peut-être trouvé des histoires à la con, c'est mon ami d'enfance, c'était ma fille, ma femme de galère, tout ça. Mais je peux aussi vous prouver que ce n'est pas histoire de femme de galère. C'est aussi une histoire de conviction, c'est une histoire de valeur. Est-ce que vous avez de la valeur? Je ne pense pas que vous avez eu de la valeur. Vous savez, eux ici, ils étaient dans de telles conditions, ils auraient pu aller épouser des hommes et des femmes blancs, mais ils ont décidé aussi d'avoir des convictions en plus, d'avoir ce savoir et cette sagesse. C'est pour ça que j'ai décidé aussi de parler de ces inventeurs noirs dignes. C'est très important que j'appuie ça.
Donc, le rôle de Darwin c'était très précurseur dans la volonté de réussite de beaucoup de locodermes. Et donc, nous aussi, par inversion, nous allons faire pareil, nous allons continuer pareil avec nos inventeurs noirs. Vous allez voir qu'il y a eu beaucoup d'adeptes de la théorie de Darwin qui s'est prolongée jusqu'à aujourd'hui. On a même des noirs perchés qui se disent darwinistes, qui se disent théoriciens de l'évolution. J'ai oublié le bon mot, comment est-ce qu'ils le disent, ou évolutionnistes à la darwiniste. Et vous allez comprendre que ce mirage de pensée de Darwin, évidemment, qui est très obscur, évidemment segmenté et détruit petit à petit ce monde. Mais comme j'ai dit, le plus intéressant dans la biographie, c'est non seulement les recherches qu'il a eues, parce que j'ai aussi pris le temps, entre-temps, d'expliquer qui est ce personnage et je me suis arrêtée sur certains points pour aller un peu plus en profondeur. Ce n'était pas juste une biographie où je raconte sa vie de A à Z. Il faut également, et durant la biographie, je me suis également arrêtée sur certains points pour vous expliquer un peu certains éléments assez incohérents de ce personnage. Donc, je vous remercie, mes très chers frères, mes très chères sœurs. J'espère que vous allez apprécier cette petite découverte biographique. Et n'hésitez pas de partager cela à vos frères, à vos sœurs, à vos cousins, à vos cousines noires, mélanodermes. Nos enfants, nous avons besoin de comprendre qui sont les personnes qui ont participé à la destruction de notre pensée, de notre idée, de notre vie, de notre philosophie, de notre culture. Nous avons besoin de connaître ces personnes, de citer leurs noms, de citer leurs adeptes, de citer leurs références, de citer leurs origines. C'est très important. Ils sont nombreux. Leurs familles vivent encore là. Les descendants de ces gens vivent encore là. Et ce qui est très intéressant avec cette biographie que je vais vous présenter tout à l'heure, c'est que vous allez comprendre finalement par le système de génération en génération, donc du gène, que l'ancêtre esclavagiste que vous croyez être un ancêtre passé, dont le locoderme dit que c'est le passé, c'était pas eux, c'était l'autre, ils vont comprendre qu'en fait c'est eux-mêmes, c'est-à-dire c'est le même gène, donc c'est eux-mêmes qui se reproduisent à travers le temps et les siècles. C'est pour ça que de nombreuses personnes sont tout le temps étonnées que il y a toujours la négrophobie parce qu'ils ne comprennent pas qu'il s'agit de la même personne qui a juste évolué à travers le temps. Il s'agit du même gène, donc c'est la même personne qui s'écoule à travers les années. Vous allez mieux comprendre ça avec le génisme dont on va parler plus tard. Merci et allons-y. Avant, je vous invite à liker et à partager massivement cette podcast channel. N'hésitez pas à le partager, liker, commenter. Sachez que c'est très important. L'algorithme YT, vous pouvez tous comprendre ce que je suis en train de dire par YT. L'algorithme YT boycotte et joue par moment avec les likes de ma channel, ma podcast channel. Je pense qu'ils savent très bien ce que je suis en train de faire. Et donc, n'hésitez pas, évidemment, à continuer à liker, à partager massivement aux personnes noires que vous connaissez, qui ont envie de découvrir, qui ont envie de savoir. C'est aussi important. Je vous invite à le faire parce que, évidemment, c'est très important. N'hésitez pas à mettre des commentaires, mais des commentaires intelligents. Mettez des commentaires codez. À la limite, codez vos commentaires. Je vais le comprendre, je vais les comprendre. Au pire, également, je voudrais vous dire que je posterai de toute façon cette vidéo sur AfriTube. Et si vous avez des commentaires complexes, très codés, qui expliqueront évidemment, qui iront encore loin dans les explications que je vais donner, n'hésitez pas à le faire sur AfriTube. Allez m'écrire là-bas, allez m'écrire sur AfriTube. Parce que là-bas, il n'y aura pas de problème. Vos commentaires ne seront pas supprimés par l'algorithme YT. Donc, si vous êtes de ceux qui auront des commentaires très complexes que la locodermie n'aime pas, rendez-vous sur, évidemment, rendez-vous sur AfriTube. Je posterai ce podcast sur AfriTube. Je vous indiquerai à quel moment. Donc, sur ce, allons-y. Merci. Aussi, avant de commencer, veuillez m'excuser si par moment je prononce mal certains noms locodermiques. Comme je vous l'ai dit, au moins j'ai l'amabilité de m'excuser pour le fait que je risque de tordre certains noms. Mais évidemment, eux, ils ne le feront jamais. Ils ne vont pas s'excuser de mal prononcer les noms de nos frères, de nos sœurs. C'est comme ça la locodermie, mais sachez-le, on n'est pas comme eux. On ne va jamais ressembler à ces personnes. Nos frères qui ont accepté de ressembler à ces personnes, évidemment, ont tort. Comme moi, je dis, moi, je préfère 1000 fois qu'on s'occupe de nos affaires et que plus jamais
pour ceux qui ont la possibilité, plus jamais ne se retournent vis-à-vis de la leucodermie. Allons-y. Charles Darwin est né le 12 février 1809 à Shrewsbury, dans le Shropshire, et il est mort le 19 avril 1882 à Doune, dans le Kent. C'est un naturaliste paléontologue anglais. Il est notamment connu pour ses travaux sur l'évolution des espèces vivantes en biologie, d'où il sort son ouvrage L'origine des espèces en 1859. Il grandit dans la maison familiale dite Maison Mount. Il est le cinquième d'une fratrie de 6 enfants de médecins et un financier prospère, Robert Darwin, de 1766 à 1848, et de Susanna Darwin, née à Wedgwood de 1765 à 1817. Il est le petit-fils du célèbre naturaliste et poète Erasmus Darwin, 1731 à 1802, qui est un poète, médecin, botaniste et inventeur britannique qui avait déjà commencé une réflexion sur l'évolution de la vie du côté paternel de Josiah Wedgwood, 1730-1795, qui est un potier et industriel britannique. Fondateur de l'entreprise de porcelaine et de faïence Josiah Wedgwood & Son, du côté de sa mère. Chacune des deux familles est de confession unitarienne, qui est une doctrine qui affirme que Dieu est un seul et même esprit et non une ousia en grec, essence, substance, être. En 3 hypostases, à savoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit, fondement du dogme de la Trinité. Il s'oppose donc au trinitarisme qui est la doctrine officielle du christianisme depuis le premier concile de Nicée de 325 et le concile de Chalcédoine de 451 et que suivent les principales églises chrétiennes. Bien que les Wedgwood aient adopté l'anglicanisme, qui est une confession chrétienne se voulant à la foi catholique et réformée, présente principalement dans les pays de culte anglophones, notamment dans toutes les anciennes colonies britanniques, mais aussi sur les terres d'expatriation des Britanniques de par le monde. Le mot anglicanisme fut la première fois employé au XIXe siècle en dehors de l'Angleterre. Les anglicans sont parfois appelés épiscopaliens. Robert Darwin, plutôt libre penseur, accepte que son fils Charles soit baptisé à l'église anglicane. Néanmoins, les enfants Darwin fréquentent avec leur mère la chapelle unitarienne. Le prêcheur de celle-ci devient le premier maître d'école de Charles en 1817. Célèbre au sein de la communauté scientifique de son époque pour son travail sur le terrain et ses recherches en géologie, il a adopté l'hypothèse émise 50 ans auparavant par le français Jean-Baptiste de Lamarck. De son véritable nom Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monnet, chevalier de Lamarck, est un naturaliste français. D'abord botaniste, ensuite il s'intéressa à la zoologie des insectes et des vers. Au début du XIXe siècle, il classifia des invertébrés qui regroupent d'après lui environ 80% des animaux. Il est un de ceux qui ont pour la première fois, paraît-il, utilisé le terme de biologie pour désigner la science qui étudie les êtres vivants. J'ai bien précisé, paraît-il. Après, ce sont des éléments à vérifier avec les leucodermes. Il faut toujours tout vérifier parce qu'en fait, on ne sait pas exactement l'étendue de leur mythomanie. Donc faites attention. Cette théorie était que toutes les espèces vivantes ont évolué au cours du temps à partir d'un seul ou quelques ancêtres communs et il a soutenu avec Alfred Wallace que cette évolution était due au processus de sélection naturelle. Je vous expliquerai évidemment à la deuxième partie le rôle que Alfred Wallace a joué notamment avec Darwin. Il faut comprendre que c'est un peu des sortes de amis et ennemis en concurrence, notamment lors de la publication du livre. En 1825, il est pris comme apprenti médecin auprès de son père qui soigne les pauvres de Shropshire. Il part en Écosse à la même année à l'université d'Édimbourg pour étudier la médecine, mais il est révolté par la brutalité de la chirurgie et néglige ses études médicales. Après, rien ne nous le prouve que ce pan historique de sa vie soit vrai. Du fait qu'il ait réellement été dégoûté par cela, ou peut-être se sentait-il incapable de le faire, qui sait.
il apprend la taxidermie auprès de John Edmondson. Pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est que la taxidermie, je vais vous définir ce que c'est. La taxidermie ou naturalisation est l'art de préparer les animaux morts pour les conserver avec l'apparence de la vie. Le terme provient soi-disant du grec taxi, ordre, arrangement, et de déma, la peau. Il apparaît pour la première fois dans le nouveau dictionnaire de l'histoire naturelle de 1803-1804 de Louis Dufresne. Évidemment, je n'ai pas pu trouver des informations sur lui. Mais il faut savoir que c'est une technique, si on peut un peu allier à l'embaumement, parce que nos ancêtres faisaient l'embaumement. Évidemment, quand vous connaissez la société leucodermique, elle ne présente que sa vision des choses. Moi, je ne suis pas pour l'optique qui dit que les gagnants racontent leur histoire. C'est totalement faux. C'est les mythomanes mythomanisent. C'est tout. Les mythomanes mythomanisent. C'est pas une histoire de gagnant parce qu'on peut gagner des choses et ne pas être un vrai menteur. Or, ici, nous avons affaire à une société de mensonges. Donc, mythomania, mythomania. Mythomanie appelle la mythomanie. Donc, il apprend la taxidermie auprès de John Edmondson, un esclave noir libéré qui lui raconte des histoires fascinantes sur les forêts tropicales humides d'Amérique du Sud. Plus tard, dans la filiation de l'homme et la sélection libre, Sex se sert de cette expérience pour souligner que malgré des superficielles différences d'apparence, les nègres et les Européens sont très proches également sur ce récit, j'en doute. Mais vous le comprendrez au fur et à mesure que l'on fera des séances sur son livre. Mais vous savez aussi bien que moi que les sources online sont par moments truffées de mensonges pour endormir les esprits. Durant sa seconde année, Charles Darwin rejoint la société plinienne, ainsi nommé en hommage à Pline l'Ancien, pour ceux ou celles qui le connaissent, mais je vais quand même l'expliquer qui il était. C'était un écrivain et naturaliste romain du 1er siècle, auteur d'une monumentale encyclopédie intitulée L'Histoire naturelle vers 77, qui compte 37 volumes, est le seul ouvrage de Pline l'Ancien qui soit parvenu jusqu'à nous. Ce document a longtemps été le référent en sciences et en technique. Pline a rassemblé le savoir de son époque sur des sujets aussi variés que les sciences naturelles, l'astronomie, l'anthropologie, la psychologie ou la métallurgie. Les étudiants en art, notamment en histoire de l'art et en art plastique, vous expliqueront mieux davantage qu'est Pline l'Ancien. Donc oui, si vous le voulez, j'en parlerai de Pline l'Ancien et le lien avec Kamakachopa. Il devient un élève de Robert Edmond Grant, partisan de la théorie de l'évolution du naturaliste français Jean-Baptiste de Lamarck. Grant fut l'un des professeurs fondateurs de l'Université de Londres et occupe en 1827 et à 1874 les chaires combinées de zoologie et d'anatomie comparée. Cette branche a pour objectif de comparer l'anatomie de différentes espèces animales, végétales, fongiques, etc. pour en déterminer la phylogénie et le processus adaptatif de chacune d'entre elles à leur environnement. Je vous expliquerai dans la suite un peu plus profondément cette science-là et le lien avec le racisme que vous appelez comme ça, mais moi que j'appelle négrophobie. De 1827 à 1874, il occupe de plus la chaire fullerienne de physiologie tirée de John Fuller. Le 20 février 1755 jusqu'au 11 avril 1834. Mieux connu sous le nom de Mad Jack Fuller. Mad Jack Fuller, personnage honteusement caché. Il a été vraiment honteusement caché par la sphère leucodermique, écuyer du hameau de Bright Lighting dans le Sussex et homme politique qui siégeait à la Chambre des communes entre 1780 et 1812. Il était un bâtisseur de folie. Il était à la fois un philanthrope, un mécène des arts et des sciences et un partisan de l'esclavage. Comme vous avez bien compris, ce monsieur était à la fois un philanthrope et un partisan de l'esclavage. Vraiment, quel paradoxe, comme je vous l'ai dit, nous ferons des séances sur les fameux philanthropes qui aiment souvent soutenir les causes des opprimés, les Soros, les Gates, les Biden, les Trudeau, bref, les white saviors. Le monde leucodermique est un univers où la folie est la norme. Lorsque je vous dis que les faits se répètent à travers leurs gènes. Mais bon, cela fera partie d'une autre vidéo. Il a acheté et commandé de nombreuses peintures de J.W. Turner, qui est un peintre, graveur et aquarelliste romantique anglais,
qui est reconnu pour ses colorations expressives, ses paysages imaginatifs et ses peintures marines turbulentes et souvent violentes. Il était le parent et le mentor de Michael Faraday, scientifique qui a contribué à l'étude de l'électromagnétisme et de l'électrochimie. Tout ça, c'est toujours à vérifier avec les locodermes parce que derrière, vous verrez toujours qu'il y a eu un inventeur noir. Mais bon, après, vous connaissez l'histoire de la locodermie. Il faut blanchir la chose. Il faut absolument qu'on s'attribue toutes les inventions, évidemment, du noir. Comme je vous ai dit, c'est une fabrication et nous ferons notamment des podcasts qui vont parler de la fabrication de l'homme et de la femme mélanoderme. Comment est-ce qu'on les a fabriqués pour les détruire. En 1837 à 1840, il participa également à la chaire de conférencier de Sweetney au British Museum de 1853 à 1857. Sur les rivages du Firth and Forth, Charles participe aux recherches de Grant sur les cycles vitaux des animaux marins. Ces recherches portent sur l'homologie qui désigne un lien évolutif entre deux traits, en général l'anatomie, observé chez deux espèces différentes, qui est dû au fait que tous les deux ont hérité d'un ancêtre commun. Ces traits sont alors dits homologues. C'est peut-être des caractéristiques anatomiques ou moléculaires, protéines homologues. Ce terme s'étend aussi aux séquences génétiques de l'ADN. Plus tard a évolué avec ce que l'on appelle la mémoire génétique et la transmission d'un caractère génétique de génération en génération. N'empêche que ce sujet reste assez complexe à expliquer. Il organise un voyage dans l'île de Tenerife avec quelques camarades d'études eux-mêmes fraîchement diplômés afin d'étudier l'histoire naturelle des tropiques. Pour mieux se préparer, Darwin rejoint les cours de géologie du révérend Adam Sedgwick et durant l'été, il assiste à la réalisation d'une carte géologique dans les pays de Galles. Après avoir passé une quinzaine de jours avec des amis étudiants à Barmouth, Darwin retourne chez lui et découvre une lettre de Denslow, qui le recommande comme naturaliste approprié, même si sa formation n'est pas complète. Pour un poste non payé auprès de Robert Fitzroy, il faut comprendre que le fait que sa formation ne soit pas complète expliquera aussi beaucoup d'explications et d'hypothèses assez naïves, assez, je dirais, d'une incrédulité sans pareil. Mais voilà. Mais souvent, même si les formations ne sont pas complètes, on connaît quand même beaucoup de personnes, même aujourd'hui, qui n'ont pas eu des formations complètes, qui se débrouillent à merveille. Mais après, ça, c'est une autre catégorie. Voilà. C'est juste pour préciser. Mais ce n'est pas pour épargner ces théories à la con. Voilà. Donc, croyez-moi, je ne l'épargne de rien. Parce qu'il y a des choses qui sont d'une logique naturelle. Voilà. Comme on dit, c'est le bon sens. Fitzroy, qui est le capitaine de l'HMS Beagle, lequel part 4 semaines plus tard pour faire la cartographie de la côte de l'Amérique du Sud. Et d'après certains textes, il a dit que Darwin n'a reçu aucun financement, même son père s'y opposa à cette aventure. Cela n'est pas totalement vrai dans la mesure où Darwin avait reçu des financements pour ce voyage à Beagle, car se trouvant avec une équipe dont ses potes d'étudiants, mais qui étaient aussi des bouches à nourrir. Même si, évidemment, Fitzroy était un capitaine de bateau, ses services n'étaient pas néanmoins gratuits. Certes, cela est un élément qui est dissimulé dans le but d'empêcher, évidemment, des personnes conscientes et férues de recherche de savoir quelles étaient les compagnies qui l'ont guidé dans ce voyage. Peut-être est-ce aussi les mêmes compagnies qui ont financé Fitzroy, capitaine de bateau, dont on ignore totalement ce qu'ils transportaient comme marchandises. Ce que vous devrez comprendre est qu'il est très important pour la locodermie de présenter leur personnage phare dans le cas de Darwin comme une sorte de personne naïve qui a fait des choix de jeunesse, étant jeune étudiant, passionné de science, s'en va à l'aventure désobéissant les ordres de son père, un peu comme dans les histoires romantiques. Son histoire est écrite comme un roman, une fiction littéraire, pour davantage amener des jeunes de son espèce à vivre parallèlement, et donc pareillement également. Certes, cela a l'air étrange, mais cela est généralement utilisé dans l'industrie de l'entertainment, où les célébrités davantage pour émouvoir le public qui sont obligés pour certains d'ajouter des phénomènes ou des points dans leur histoire pour faire tomber en émulsion le public, regardant cette biographie. Et à la fin, ils finiront par s'assimiler au personnage. Ce sont des procédés de manipulation très pernicieuses et sournoises, mais qui fonctionnent pas mal, pour ne pas dire super bien.
c'est qu'il y a des personnes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des personnes qui ont vraiment vécu des situations telles quelles, mais par moments, cela est surfait. Mais dans le cas de Darwin, je vois mal son père ne pas lui envoyer de quoi se nourrir durant ce voyage à Beagle, surtout connaissant la richesse de sa famille. Le voyage du Beagle. Sur les 5 années de l'expédition du Beagle 1831-1836, Darwin passe les 2 tiers du temps à terre. Il fait un grand nombre d'observations géologiques, récolte des organismes vivants ou fossiles et conserve une riche collection de spécimens. Nombre de ces spécimens étant nouveaux pour la science, et il envoie des spécimens à Cambridge, accompagnés de lettres, surtout des découvertes. Cela va contribuer évidemment à établir sa réputation de naturaliste. Ces longues notes détaillées montrent sa capacité à théoriser et former à la base de ses travaux ultérieurs. Le journal qui tient alors à l'origine destiné à sa famille est publié sous le titre de The Voyage of Beagles, le voyage du Beagle. Il récapitule ses observations et fournit des informations sociales, politiques et anthropologiques sur un grand nombre de personnes qu'il rencontre, coloniaux comme indigènes. On va un peu s'arrêter sur ces termes. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai du mal à comprendre ce que coloniaux et indigènes veulent dire. Alors qu'il était plus facile de dire qu'ils sont des esclavagistes pour coloniaux qui massacraient des Noirs ou les populations natives, et dans le cadre des populations natives. Mais bon, pourquoi les rappeler indigènes? Mais bon, vous pouvez comprendre que c'est ça la leucodémie. Ils ont une manière de parler des choses qui ne leur concernent pas, avec un certain vocabulaire dédaignant, hautain et méprisant. Après de longues observations durant son voyage à Beagle, notamment sur les différents lieux tels que l'île de Santiago, Cap-Vert, les plaines de Pentagonie et le galet de coquillages au Chili, dans les Andes, il établit enfin sa théorie entre guillemets selon laquelle les atolls coralliens se forment sur des cônes volcaniques en cours de submersion, ce qui confirme après que le Beagle est passé dans les îles Coco. Ou que ce soit en Amérique du Sud, Darwin découvre des fossiles de mammifères géants éteints inclus dans des couches de coquillages marrons récents, ce qui indique une extinction récente sans pour autant révéler des traces de catastrophes ou de changements climatiques. J'espère que jusqu'à là, vous me suivez. Si les informations sont trop longues, bon, je peux comprendre que certaines personnes en ont un peu marre, mais c'est pour vous éduquer, c'est pour que vous compreniez un peu les choses. C'est très important. Il adore lire spécialement les ouvrages de son maître, notamment le 2e volume de l'ouvrage de Charles Lyell, argumentant contre le transformisme de Lamarck. Un autre de ses pères spirituels explique la distribution des espèces par des, entre guillemets, des centres de création. Voilà ce qu'il dit, j'ouvre les guillemets. La création divine ne serait pas, la création divine ne se serait pas déroulée en une fois, mais en plusieurs fois, après des catastrophes ayant fait disparaître les espèces précédentes, je ferme les guillemets. Cela lui permit d'en déduire des idées qui dépassaient ce qu'avait imaginé Lyell. Et en Australie, l'ornithorynque et le rat kangourou lui semblent si étranges qu'il semble avoir été l'œuvre de 2 créateurs différents. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire en ce moment, mais qu'est-ce que c'est que cela? Je voudrais par là vous faire comprendre que Darwin était par moments un peu perdu. Il se cherchait et comme tout leucodème perdu, il partait fonder des théories les plus perchées les uns aux autres pour donner du sens à leur vie, mais pas aussi que. Il faut savoir que pour leur population, c'était très important, du moins c'était pas très important pour leur population, mais ils devaient se fournir de beaucoup d'éléments, de beaucoup d'informations pour que au retour sur leur terre natale, les gens puissent être émerveillés et finalement tomber dans leur délire. Qu'est-ce qui nous prouve et qu'est-ce qui nous dit que ces espèces disparues ont réellement disparu de cette façon, dans la façon dont nous décrit Darwin et d'autres scientifiques comme lui? Il faut savoir qu'ils pensaient presque tous de la même façon. Comme tout grand scientifique leucoderne, ils vont par moments suivre des déductions absurdes pour expliquer leurs théories. Mais je le rappelle encore, ils ont été financés, payés, donc se doivent de trouver et de faire des trouvailles, même si cela n'en sont pas une. Le but était absolument de rapporter des données pour ne pas faire passer les compagnies bancaires qui les finançaient pour des cons. Mais encore, cela n'était pas évident. Entre-temps, les banques finançaient d'autres types d'exploration, l'esclavage très friand à cette époque quand même,
et des personnes comme Darwin en côtoyaient par moments. Ils naviguaient dans les mêmes navires car leur activité était liée avec ceux des anthropologues et ethnologues. Ne vous étonnez pas que par moments, ces naturalistes ont des multiples fonctions. Ils sont ethnologues, ils sont mathématiciens, ils font beaucoup de choses en même temps. C'est très lié et c'est notamment fait exprès. Alexander von Humboldt, de son véritable nom Friedrich Karl Wilhelm Heinrich Alexander Baron von Humboldt, a fortement inspiré Darwin, notamment par sa description sur le paysage tropical de l'Amazonie. Il est un naturaliste, géographe et explorateur allemand, né le 14 septembre 1769 à Berlin. Il est mort le 6 mai 1859 dans cette même ville. Il était même membre associé de l'Académie des sciences françaises et président de la Société de géographie de Paris. Reconnu par la qualité des relevés topographiques des prélèvements de faune et de flore effectués lors des expéditions, il a fondé les bases des explorations scientifiques. Son père Alexander George von Humboldt était issu d'une importante famille poméranienne. La culture poméranienne ou culture des urnes à face pomérélienne est une culture archéologique de l'âge du fer, originaire de certaines parties de la région située au sud de la mer Baltique qui deviendra plus tard la Poméranie, partie du nord de l'Allemagne, Pologne. À partir du 7e siècle jusqu'au 3e siècle before Christ, qui a finalement couvert la plupart de la Pologne actuelle. Il était également officier de l'armée prussienne. Juste pour rappel par rapport aux travaux de ce monsieur, je vous renvoie évidemment à Robin Walker qui a écrit The Legacy Stolen. Il faut comprendre que certes, le Locoderme essaie de se mettre en avant en tant que précurseur des sciences géographiques et autres, mais je vous rappelle que les cartes de Kamia Kachupa, notamment de son aspect géographique, n'ont pas été non plus dessinées comme ça par hasard et que c'est un Locoderme qui est venu les dessiner, etc. Vous connaissez l'histoire. Nos ancêtres, évidemment, bien avant la locodermie, avaient déjà élaboré tous ces systèmes géographiques et tout. Après, je ne vais pas toujours vous rappeler que nous sommes à l'innovation. Nous avons créé les sciences telles que la géographie et tout. Peut-être qu'on appelait ça autrement. Et donc, sachant qu'on a voyagé, parce que voyager jusque dans les Amériques, voyager jusque dans l'Asie, qui s'est segmentée en religions, dont l'Europe, Moyen-Orient et Asie hybridée, et Océanie, ce n'est pas non plus du hasard. Il fallait au moins sillonner par moments les coins, tester des petits moments de voyage et après pouvoir dessiner ce qu'on a vu. Donc ce ne sont pas des éléments très innovants, ce ne sont pas des innovateurs, c'est juste que pour eux, évidemment, quand c'est pas quelqu'un qui les ressemble, ça n'existe pas. Mais quand c'est eux qui créent la chose, ça existe. C'est là que la chose vient d'être découverte, comme Christophe Colomb. Vous connaissez tous l'histoire. Donc, sachez que même les terres d'Amazonie, qu'ils appellent Amazonie, probablement ça ne s'appelait pas ainsi, ne sont pas non plus, ce n'est pas la première fois qu'il y a eu des cartes dessinées, des prélèvements autant bien détaillés. Sachez que nos ancêtres avaient déjà fait le travail. Donc, les Kamites, ils avaient déjà fait le travail. Mais ici, nous sommes dans un point de vue locodermique, dont le locoderme a l'habitude de toujours faire de lui une priorité, donc de faire de lui un précurseur, un innovateur, l'originel, comme on dit souvent. Et c'est pour ça que vous aurez d'habitude, et quand vous verrez comme pasteur, comme on dit que c'est lui qui a créé les vaccins et tout, donc c'est un peu la même chose. Voilà. Donc ça n'a rien d'innovant, il n'est le précurseur de rien. Mais comme je vous dis, c'est une société, la société locodermique caucasienne particulièrement est une société d'appropriation, évidemment, des travaux et des recherches pour les détourner en leur sens locodermique. Nous allons continuer. Proche de la famille royale, je parle toujours de la famille von Humboldt et de la franc-maçonnerie, il a voulu transmettre à ses fils la meilleure éducation dans l'esprit des Lumières, pour ne pas dire des ténèbres. J'espère que vous avez retenu.
dont le père de von Humboldt était un franc-maçon et il était également partisan de la philosophie des ténèbres. Retenez ces noms car ils sont très importants, notamment pour le peuple noir, de comprendre avec qui nous sommes en train de traiter. Il donne pour précurseur à ses enfants, notez les noms, Joachim Heinrich Campe, lequel suit les principes pédagogiques de Jean-Jacques Rousseau, puis de Gottlob Johann Christian Kunz. N'oubliez pas que Jean-Jacques Rousseau a été vu comme un libérateur, un précurseur, et évidemment c'était un philanthrope. Évidemment, vous savez tous que Jean-Jacques Rousseau était un des pires négrophobes, autant le dire, autant ne pas le dire. Pour les Noirs vivant en Locodémie, je le reprécise, le nom de ce monsieur, vous ne pourrez pas l'échapper. Surtout pour ceux et celles qui feront des études en architecture, urbanisme, géographie ou sciences naturelles. Il a fait de nombreuses planches bien détaillées décrivant certains paysages de la forêt tropicale, notamment pour ses travaux qui ont inspiré Darwin. Durant son voyage, il décrit le paysage de la forêt tropicale comme un système chaotique. J'espère que vous avez souvent remarqué que lorsque les locodermes décrivent des aspects qui sont loin de leur culture, ils appellent toujours cela chaotique, quelque chose qui est toujours désordonné. Or, évidemment, pour eux, cela sous-entend que ce sont des personnes ordonnées et que nous, qui n'avons rien à voir avec leur culture et qui avons notre manière de voir les choses, nous sommes des personnes désordonnées, nous faisons le trouble. Pour comprendre cette analogie, c'est très important, notamment pour instruire mes très chers frères et mes très chères sœurs mélanodéames. Contrairement à son mentor spirituel qu'est Humboldt, le voyant comme un magnifique jardin, car il était déjà plus inspiré sur les éléments non vivants. Ce qui intéressait Darwin, c'était la décomposition de la nature. C'est assez tordu, ne pensez-vous pas? Un peu comme les peintures dites nature morte, qui représentent les éléments inanimés, organisés d'une certaine manière par les ou l'artiste. Mais cette attitude naturelle de Darwin est un point commun qu'ont à peu près certains locodermes. Il ne faut pas oublier le fait qu'en créant les jardins botaniques, ils ont été en même de créer eux-mêmes leur propre univers, leur propre forêt, leur propre nature, comme ils le veulent clairement. Une nature contrôlée, qu'ils peuvent refaçonner à leur gré. Aussi Darwin ajouta cela, j'ouvre les guillemets, je ne vois aucune limite au nombre de changements, à la beauté et à l'infinité complexité de l'adaptation des êtres vivants. Les uns avec les autres et liés à leurs conditions de vie, conditions soumises sur la longue durée au pouvoir de la sélection. La sélection de la nature ou la survie du plus apte. Je ferme les guillemets. Lorsque l'on voit par exemple les films ou adaptations cinématiques, vidéos, games ou littérature des locodermes, on a l'impression que la nature est un ennemi de l'être vivant. Alors que la nature est d'autant un être vivant que l'homme qui est Homo sapiens sapiens, d'un point de vue locodermique, puisqu'il se voit comme le sapiens sapiens primordial, originel. Même si cela ne sont que des foutaises de scientifiques négrophobes. Ayant l'habitude de faire ce type de film, hormis le fait que ce soit des films, ce sont des concepts qu'ils ont longtemps théorisés, ce sont des philosophies auxquelles ils ont longtemps cogité. La nature est pour eux un ennemi, donc par rapport à cela, il faut trouver un moyen de survivre pour continuer son existence. Et pour ces êtres qui vivent dans des zones qu'ils disent comme étant sauvages, que moi, je dirais plus comme naturelles évidemment, il faut apprendre à s'éloigner du mieux que possible du vocabulaire locodermique. Dans ce type de situation, on a l'impression qu'il s'agit d'un combat, mais contre qui? Évidemment, ils nous font comprendre qu'il s'agit d'un combat contre la nature. Le locoderme nous le fait comprendre, car la nature leur empêche d'aller au loin de leur espérance pour dépasser ses limites, alors que la nature est un être vivant qui veut aussi vivre sa vie et se dépasser par rapport à sa propre existence. La faune, la flore, le ciel et autres éléments de la création. L'être que l'on appelle vulgairement être humain fait intégralement partie de l'environnement. Il n'est pas un être tout aussi exceptionnel que l'on le croit.
Les arbres sont aussi des êtres exceptionnels, les oiseaux et autres. On a l'impression que depuis la Renaissance, le Quattrocenco, période à laquelle l'homme locoderme se met au centre de toute chose en tant que priorité, en tant qu'être réfléchi d'une capacité neuronale hors norme. Se mettre au centre de l'univers est un point très fort et pour s'éloigner de la nature qui leur renvoie à leur état sauvage. Ils fuient la nature qui leur renvoie à la sauvagerie en fait. Cette nature les renvoie à leurs démons, si le mot s'y prête bien. En fait, qu'ils soient des barbares, c'est pourquoi ils veulent l'écraser. La Renaissance ne se limite pas que sur le fait de mettre l'homme locoderme au centre de la vie, mais c'est également le retour aux sources de leurs mœurs antiques. Or, à cette époque-là, le christianisme avait déjà pris de l'ampleur et l'ordre des serviteurs par rapport au Christ était déjà bien instauré et a mené petit à petit au siècle des ténèbres, dites siècle des lumières. Mais encore, c'est encore un cycle perturbant. Là, dans ce contexte, Darwin nous dit clairement que la vie est un obstacle, qu'il faut dominer, évidemment. Lorsqu'on écoute ses propos, nous pouvons croire qu'il ne s'agit que de ses propos à lui. C'est cette phrase, parce que cette phrase sort de sa bouche. Je dois vous rappeler encore que ce type a eu des prédécesseurs, Lamarck, Humboldt et bien d'autres, qui faisaient partie des sociétés secrètes, notamment les francs-maçonneries, les Rose-Croix, la cabalistique et tous ces coins de pédosatanistes, pédocriminels, violeurs et autres choses que vous connaissez. Ces personnes l'ont impacté du plus profond de son cœur. Certes, il s'agit de sa citation, mais il s'agit d'une pensée traditionnelle que développe évidemment, et qu'ils ont longtemps développé, et ce depuis des siècles, d'où l'importance d'étudier la généalogie de la personne dont on fait la biographie, et de ses références, car c'est cet ensemble qui forme la pensée de l'être tel que vous le voyez. L'ensemble des valeurs familiales, plus celles des mentors et guides spirituels développent, comme vous le voyez, l'ensemble des valeurs, comme vous le voyez, la manière de réfléchir de quelqu'un, et donc développe sa perception personnelle de quelqu'un qui peut aller encore plus loin que ses prédécesseurs. Sur certaines théories, car l'objectif de l'élève, il ne faut jamais l'oublier, est de dépasser le maître, absolument, et non de bêtement le copier et le transmettre de génération en génération. Une description altruisante erronée. Certains écrits comme sur Wikipédia tirant leur source de certaines bibliographies, comme par exemple Edward von Hartmann, Le darwinisme, Paris, Alcan, 1877, Hailing the Voyage of Charles Darwin, Londres, BBC, 1978, Charles Darwin, un précurseur de la psychologie du bébé, la psychiatrie de l'enfant, 1997, et autres adeptes amoureux de son être et de son travail. Il en a eu tellement. Durant cette aventure à Beagle, le décrivant comme un altruiste, notamment sur le fait qu'il était entre guillemets, je précise bien entre guillemets, contre l'esclavage. Il a vu en Amérique du Sud et soi-disant, il a été affecté par les effets du peuplement européen sur les natifs du continent océanien, en Australie, au Nouvelle-Zélande, sur les Maoris et bien d'autres peuples de cette zone jusqu'à nos jours. Je voudrais vous rappeler, entre autres, que l'histoire nous a toujours prouvé que, et nous le prouve toujours, encore que les altruistes, les philanthropes, les humanistes, il faut toujours le rappeler, les white saviors, les personnes qui se disent aimer se battre pour plusieurs causes. Concernant les Africains en général, les Noirs sont malheureusement, ces personnes sont de grands négrophobes, sont de grands xénophobes. Et ça, on ne vous le dit pas assez. C'est pour ça que sur ma podcast channel, j'ai besoin de toujours vous le rappeler. Vous oubliez vite les Noirs. Parce que à la fin, dès que vous voyez un petit locoderme qui évidemment aide un peu du mélanoderme, vous allez dire qu'ils ne sont pas tous pareils. Vous savez pas que faire un don, c'est pas toujours avec de bonnes intentions. Je peux te donner de l'argent, mais en fait, je ne suis même pas en train de te le donner de façon très gentille. Il n'y a pas de pensée, il n'y a pas d'émotion gentille à le faire. On peut citer, comme vous le voyez, on peut citer comme altruiste, qu'on étudiera prochainement, Abraham Lincoln, Jean Baudin, Voltaire, Montesquieu, le marquis de Lafayette, Maximilien de Robespierre, Samuel Johnson, William Wilberforce, Edward de Linderkirk, Victor Schlecher et beaucoup d'autres de ces altruistes locodermes. C'est très important de vous le faire rappeler, surtout que nombreux d'entre eux ont rédigé de nombreux livres décrivant leur ressenti haineux sur les Noirs. Ces personnes s'approprient les luttes que
Nombreux de nos frères, dont Soundiata Keita, Toussaint Louverture, Dessalines, Oluda et Kiano, Frédéric Douglass et bien d'autres de nos frères ont mené, cela a toujours été ainsi. D'où il est d'une importance urgente de s'organiser pour que nos combats restent pour nous et non laisser à des psychopathes qui veulent se faire voir d'un bon œil pour rester visibles et pour amasser la plus grande visibilité sur la sphère planétaire. Fitzroy, lisant le journal de Darwin, se charge d'écrire le récit officiel du voyage de Beagle, notamment pour son 3e volume, celui consacré à l'histoire naturelle. Tout porte à croire en relisant les travaux de Darwin, qui n'avait pas réellement été envoyé pour une expédition sur les animaux. Notons que pour ces voyages, il montait sur des bateaux de colons, pour ne pas dire d'esclavagistes, qui transportaient les esclaves vers les Amériques. C'est toujours important de le rappeler. Vers le soi-disant nouveau continent où les locodermes ont bien massacré la population native pour transporter les Noirs qu'ils avaient kidnappés. Environ plus de 11 millions d'Africains déportés. Mais il faut savoir que par moments, certains chiffres sont sous-estimés. Vous savez très bien que, ayant vu le profit de la force et la prouesse de l'homme noir et de la femme noire et de l'enfant noir, ils ne se sont pas privés de ramasser autant que possible de noirs. Donc, il faut comprendre que certains chiffres sont erronés, sont peut-être même 10 fois plus, voire 10 fois plus que ceux dont on vous donne. Voilà. C'est juste évidemment pour baisser évidemment la portée de leur crime. Mais encore, ils n'ont pas tous survécu durant le transport. Certains esclaves noirs n'ont pas tous survécu dans le transport puisque certains étaient jetés dans la mer aux crocodiles et aux requins. Je pense que vous connaissez cette histoire ou ces histoires des bébés noirs qui étaient utilisés comme appât par les esclavagistes pour échapper aux requins. Il serait probable que Darwin ait assisté à de telles scènes, mais évidemment ce ne sont que des hypothèses à y mettre cas très fréquents à cette époque. Pour eux, la vie d'un être qui ne leur correspond pas n'a aucune valeur, sur encore plus celui d'un bébé noir. Les esclaves survivants allaient travailler en tant que bêtes des champs pour la locodermie, qui ne voulaient pas travailler, surtout s'étant aperçus qu'ils avaient tué les trois quarts de la population locale. On pourrait estimer le pourcentage à 90%. Darwin n'était pas si naïf comme on voudrait nous le prouver. Mais pour garder une certaine image, je vous l'ai dit assez plus tôt, une image pure du personnage, il faut continuer à raconter une telle histoire. Et surtout que ça doit jouer sur le cœur des populations du public, des jeunes, hommes locodermes et femmes locodermes, qui demain deviendront de futurs scientifiques naturalistes et dont établiront des théories, des théorèmes, qui vont davantage gonfler et pomper l'influence du locoderme dans le monde scientifique et dans l'innovation du monde. C'est très important de raconter souvent certaines histoires d'une certaine façon, pour ne pas dire mythomanisante. Mais comme Cheikh Anta Diop l'a dit dans la séance de lecture qu'on avait faite sur les intellectuels africains, il ne s'agit pas de pomper une histoire foireuse dans le but de booster les populations. Mais il s'agit évidemment, si dans les moments phares de l'histoire de Kama Kachupa, on a eu évidemment des moments très magnifiques avec des chercheurs excellents, il n'y a pas de honte à le montrer, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à le mettre en valeur. Nous avons, je vous l'ai dit, on a des inventeurs noirs, on n'a pas de honte à les présenter. Eux, ils ont vraiment vécu, pour certains qui sont venus à la période de l'esclavage, ils étaient esclaves et même en tant qu'esclaves, ils se sont battus. Ils se sont battus de toute leur force. Ils sont tout fait pour entrer dans les écoles, les universités américaines. Ils ont été mis au fin fond des classes et d'autres fréquentaient même au niveau des couloirs pendant que tous les étudiants locodermes étaient dans les salles. Même les Chinois étaient dans les salles. Les Asiatiques, les Japonais, les Hindous étaient dans les salles alors que le noir, il était out. Même l'enfant métis, certains, ils étaient out. Quand on voit cette situation, il n'y a pas de honte à raconter notre histoire, surtout que nous avons innové le monde scientifique même moderne du locoderme, que ce soit dans le passé avec Imhotep et beaucoup d'autres chercheurs et artistes africains, jusqu'à aujourd'hui et même dans le futur. Même si par moments certains, c'est dans la merde qu'ils innovent, on a innové, on a changé beaucoup de choses dans l'univers. Il n'y a pas de honte à le dire, donc n'ayez pas honte et n'ayons pas honte
de raconter notre histoire. Nous avons des êtres qui ont vécu des choses extraordinaires, qui avaient des maladies extraordinaires, mais qui se sont battus. Il n'y a pas de honte à raconter cette histoire. On ne va pas raconter des histoires approximatives comme celle de Darwin. Nous racontons nos histoires avec la vérité, même s'il y a peu de données, parce que les leucodèrmes ont tout fait pour cacher ces données. Nous allons raconter l'histoire de nos frères, leur véritable histoire. S'ils ont traîné dans la boue, on va raconter cette période. Si après, dans la boue, ils sont arrivés au sommet, alors n'hésitons pas à raconter ça. N'allons pas inventer une histoire que Darwin était un altruiste, qu'il aimait les Noirs, qu'il protégeait les Noirs. On ne va pas commencer à raconter tout ça, surtout lorsqu'on lit une telle histoire telle que la théorie de l'évolution de l'espèce. Même si on veut évidemment nous prouver que ce n'est pas réellement de sa faute et que ce sont ces enfants qui sont venus à sa suite, ces élèves qui ont commencé à disjoncter. J'aime souvent à dire aux personnes qui disent que c'est la culture leucodermique qui est négrophobe, je leur réponds que la culture là ne s'est pas créée toute seule. Aujourd'hui, les personnes sur cette terre sont devenues extrêmement paresseuses et c'est la vérité. Ils sont devenus paresseux à un niveau qui n'est pas normal, mais cela est fait exprès. Car le système leucodermique veut embrouiller le cerveau des Noirs. La culture, pour être créée, a besoin d'un être vivant, d'un ou de plusieurs groupes d'êtres vivants, d'humains si vous préférez, pour exister. Donc ce sont des hommes et des femmes qui ont créé la culture. En ce qui concerne le trait de la culture négrophobique vis-à-vis du noir, qui l'a créé d'après vous? Quel phénotype particulier a pu créer une telle chose? Évidemment, on ne veut pas que vous, les noirs, vous vous concentrez sur le phénotype particulier qu'il a créé, le groupe adénique, cette typologie adénique qu'il a créée. Parce que si évidemment, nous les noirs, nous essayons de se poser cette question, nous allons comprendre qu'il y a un problème clair et net dans le système universel leucodermique, dans le monde leucodermique. Mais beaucoup diront encore de façon naïve que c'est juste l'Occident. Mais cela va au-delà de l'Occident. Cela va même jusqu'en Asie. Tous les systèmes non noirs haïssent les noirs et ceci est dû à l'histoire, au passé que l'on demande d'oublier. Car ceci c'est une histoire de jalousie et de haut mépris qui dure depuis des siècles jusqu'à nos jours. N'oubliez jamais le passé. Rappelez-vous de qui vous êtes. Alors que les compagnies pour lesquelles il travaillait auraient pu lui donner des bateaux pour ses expéditions, cela sous-entend quelque chose de travers. Je l'ignore, mais il m'est nécessaire de toujours revenir sur mes doutes de départ, sur le fait que son travail de surface était celui de naturaliste, qui doit étudier les espèces marines et d'autres mammifères. Mais le véritable fond était d'étudier les populations mélanodermes et natives des Amériques, également de l'Océanie, notamment dans le but de prouver l'infériorité des peuples mélanodermiques face à celui du blanc type caucasien, en prouvant que l'homme noir vient du singe et ensuite a évolué en cet homme sapiens sapiens qu'est le leucoderme. Il y a un phénomène semblable behind the scene. Fitzroy était un capitaine négrophobe, sans pareil. Il s'était mené d'une expérience, civilisé 3 natifs dont 2 jeunes hommes et une femme. Un mourut de malaria avant d'arriver en Angleterre. Pour lui, Fitzroy, grand penseur de christianisation, a pensé que ce jeune natif est parti en enfer, car il n'a pas été christianisé. Il n'a pas été christianisé, donc baptisé. Évidemment, c'est une pensée super, ultra obscurantisante. Mais c'est normal car cela fait partie de leur culture dans ce point de vue occidental. Et ensuite, il était prévu de les amener en Angleterre. Pourquoi à votre avis? Dans le but peut-être de montrer à quel point il est possible de dompter des êtres qui ne leur ressemblent pas et de créer en fait des parfaites copies d'eux, même si évidemment la forme physique ne changera pas, au moins les attitudes seront occidentalisées. Il s'agit d'un procédé d'assimilation, mais j'appellerais cela des transformations comportementales et psychologiques spirituelles, d'une perversité en des choses qui ne sont pas. Dans ce cas présent, les transformer en barbares leucodermes, sans toutefois avoir la peau leucodermique. Ce que vous devriez savoir, c'est que les leucodermes s'amusaient par moments à faire ce genre de choses à cette époque. Essayer de transformer des gens qui diffèrent d'eux, parce qu'ils les trouvent trop différents, pour ne pas dire laids ou moches. Évidemment, ça s'assimile très souvent à un point de vue esthétique et profondément culturel. L'état naturel de ces personnes ne les intéresse pas et est bien au contraire une gêne pour eux. Beaucoup faisaient semblant à cette époque que cela ne soit pas, mais à long terme, cela devenait et devient gênant. C'est pourquoi
Je dois toujours vous le rappeler. Pour la leucodémie, il ne s'agit pas de se lier à la nature, mais de la dominer, de faire en sorte qu'elle puisse lui obéir. Et si elle refuse, il la modifiera tout simplement. Je suis sûre que certains noirs se reconnaîtront à peu près dans ce type d'histoire, où des leucodermes mâles comme femelles ont essayé de les rendre comme eux, pour qu'ils soient plus acceptables pour eux et pour la société, donc pour leur société à eux. Et cela a donné plus tard ce phénomène que l'on appelle vulgairement bunticisme, bamboula, bamboulette. Dans la mesure où ils n'y arriveront pas si facilement à le faire, ils seront obligés de passer par la violence. Et pour d'autres, notamment les hommes à cette époque, de passer par le viol et donc donner naissance à des enfants moitié eux, qui pourront, de par l'éducation et la fréquentation, évidemment, pour ceux du milieu bourgeois ou moyen, par l'école, se rapprochera d'autres enfants qui sont leucodermes et finira sûrement avec un leucoderme et donc continuera l'espèce leucodermique. C'était assez logique, c'était une opération très logique. Comme vous avez compris, l'idée reste la même s'il ne s'agit plus réellement de métisser par la force. Si l'on prend le cas de l'acte sexuel dans les couples mélanodermes et leucodermes pour comprendre cette vision de domination, on peut prendre le cas de l'homme leucoderme lors de l'acte avec la mélanoderme, ressent et retrouve à ce moment précis le pouvoir de domination, puisque c'est lui qui mène la danse. Donc, dans ce cas de figure, c'est lui qui domine. Chez l'homme mélanoderme, avec la leucoderme femelle, dans le cas de figure, la femme leucoderme est comme son mâle leucoderme, c'est-à-dire ils agissent pareillement, à la seule différence qu'elle est une femelle. Et donc, réfléchir autrement pour dominer l'homme noir dans l'acte sexuel. Cela démontre toujours la domination des leucodermes sur les noirs. Même si durant l'acte, les noirs pensent qu'il s'agit évidemment d'un acte normal qui se passe entre deux êtres sexuellement attirés, mais en fait, dans l'esprit, le mental du leucoderme, c'est un moment d'assouvissement très particulier pour l'homme leucoderme et sa femme leucoderme. Je dirais toujours que l'homme leucoderme a sa femme leucoderme. C'est très important de toujours lier les deux, même si un est dans un couple mixte et l'autre pas, il est toujours important de relier que l'homme leucoderme est comme sa femme leucoderme. Ce sont des espèces qui sont semblables. Darwin était très admiratif de Fitzroy, malgré ce que beaucoup de personnes diront hypocritement parlant, que c'est une honte de vouloir forcer des gens à se convertir à des religions qui ne les représentent pas, parce que oui, les gens sont hypocrites malheureusement. N'oublions pas que les leucodermes, chacun à leur échelle, il faut toujours préciser l'échelle, ont fait et feront ce que Fitzroy a fait à ces trois natifs. Pourquoi je le dis? Parce que cela fait partie du patrimoine génétique de leucoderme qui a un gène plus propice à la violence. Cette violence naturelle les amène à forcer, à rendre des gens qui n'ont rien à voir avec eux comme eux, car en réalité, je le répète encore, ils ne supportent pas ce qui ne les ressemble pas, un peu comme des aliens. Donc, nous, les mélanodermes, sommes un peu comme les aliens. Or, nous ne devons pas nous sentir ainsi parce que nous sommes les premiers êtres qui sont nés sur cette terre. Donc, nous n'avons de compte à rendre à personne, à aucun leucoderme. C'est très important toujours le rappeler parce qu'il y a beaucoup de noirs qui se sentent tellement inférieurs, tellement bas, qu'ils pensent que le leucoderme a la légitimité de penser cela d'eux. Ne pensez rien de cela. Aucun leucoderme n'est supérieur à vous. Aucun. Cette tentative d'assimilation, de transformation de Fitzroy s'est soldée par un échec car les deux natifs amérindiens sont entrés chez eux ne supportant pas la vie à la occidentale, qui pour eux les éloignait tant fortement de leurs ancêtres, de leurs valeurs, de leurs coutumes, de leur histoire, donc de leur propre existence, pour quelque chose qu'ils ne sont pas. Au mois de juillet passé, des natifs ont brûlé des églises au Canada suite à la découverte des corps de leurs ancêtres, que l'on a forcé à christianiser, donc on a accepté à accepter des coutumes et mœurs occidentales. Sachez que tout se paye sur cette terre. Aucun acte ne peut ou ne pourra ou ne saura rester impuni. Depuis que l'on ment aux Africains sur le retour d'un sauveur romanesque et islamique, il n'y a que désolation sur le continent pour nous qui sommes les plus croyants de la terre. Les raisons pour lesquelles cela stagne est tout bonnement parce que ce ne sont pas nos égrégores, donc notre énergie, qui aurait pu servir à bâtir notre continent. Notre énergie, nous la donnons à un système de domination spirituelle qui nous réduit à une procrastination mentale et physique. Or,
Nous avons la capacité de faire énormément de choses. À propos de cela, Darwin déclara ceci, j'ouvre les guillemets. Dans son arrogance, l'homme se voit lui-même comme une merveilleuse création, digne de l'intervention divine. Il me semblerait plus modeste et à mon sens plus proche de la vérité s'il se voyait lui-même comme descendant d'un animal. Je ferme les guillemets. Est-ce que cette citation était en lien avec l'acte de Fitzroy, sachant que lui-même n'est pas si différent de lui? Et rappelons-le, Darwin était très admiratif de Roy, même si, concernant les sujets liés à Dieu, Darwin n'était aucunement d'accord avec lui, car pour lui, l'homme vient du primate. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, le naturalisme n'était pas considéré comme un métier, car nombreux, donc la population ne voyait pas en quoi cela pourrait évoluer leur propre société. Ils conservaient les animaux qu'ils collectaient dans l'eau alcoolisée, un genre de conservateur à cette époque, et dont il a gardé une centaine de collections qui sont au Musée naturel de Londres, pour ceux qui vivent en Angleterre, en London. Anatomie comparée. C'est une science coloniale qui a fait fureur durant la période de l'esclavage. Ces collections mêlaient le reste des corps humains et d'animaux. Il faut savoir que dans ces expéditions coloniales, il était très important pour les Occidentaux de trouver le lien qui liait le noir aux animaux, pour exprimer son infériorité et le fait qu'il ne puisse être comparable aux blancs, comme j'ai dit tout à l'heure. Par moments, je me dis que nous les noirs, nous sommes devenus tellement fous, tellement stupides à croire une quelconque amélioration et changement de la part du locoderme. Nous n'arrivons toujours pas à comprendre que c'est eux les barbares, c'est eux les animaux, dont eux-mêmes cherchent. En essayant de chercher une similarité entre ces crânes, cela nourrissait de plus en plus les idées de Darwin sur sa théorie. Au Leipzig Institute de recherche poussée sur l'ADN ont conduit à établir la relation exacte entre humains et singes. De nombreux chercheurs de son époque ou des contemporains adeptes de sa théorie pensent que Darwin voulait démontrer une base commune à tout être vivant. Darwin aussi, sans vouloir sous-entendre à quelque chose en mettant en avant sa théorie un peu comme une formule universelle, ne se prenait-il pas un peu comme une sorte de Dieu? Or, n'oubliez pas que Darwin ne croit pas en Dieu, il ne croit pas en un être créateur, il ne croit pas en une force créatrice, il ne croit pas en un être qui depuis des siècles a créé l'univers, le ciel et la terre. C'est un peu une sorte de mégalo non avoué. Depuis cette époque, de nombreux scientifiques et eugénistes ont essayé de combler les vides pour trouver les chaînons manquants qui lieraient vraiment l'espèce vulgairement appelée humain aux primates. Certaines recherches fortes de l'ADN datées dans les débuts des années 2000 plaçaient l'homme au même niveau que les primates, stipulant que les autres primates sont des cousins éloignés avec un ancêtre commun. L'arbre généalogique de l'homme pouvant être retracé jusqu'à l'homme moderne. Ils vont loin même en disant qu'en dehors de l'homme du Néandertal, les espèces d'hominidés plus anciennes ont existé et ont peuplé simultanément la Terre, même si aucun n'a survécu jusqu'à aujourd'hui. J'espère qu'à ce niveau, nombreux d'entre vous, vous comprenez dans quel type de foutaise non seulement Darwin nous a mis et a classé évidemment les autres chercheurs et autres psychopathes que Darwin a pu engendrer. C'est très important, j'espère que jusque-là vous suivez même le podcast. Lorsque je vous dis souvent dans mes travaux que je publie, j'essaie du mieux que possible de vous sensibiliser sur la folie de l'espèce locodermique. Toutefois, j'aimerais bien, pour opposer cette thèse, vous parler des travaux de Cheikh Anta Diop qui sont à la fois d'une prouesse objectivière incomparable, suivi d'autres frères, Tony Martin, qui refute totalement cette théorie, tout aussi absurde les unes que les autres. Mais ceci sera pour une prochaine fois sûr, sinon la vidéo sera extrêmement longue. Mais pour les plus curieux, je vous invite à étudier les travaux de Cheikh Anta Diop, Robin Walker, Professeur Cab, Omotunde Kalala et tant d'autres. Toujours dans les théories de ces chercheurs locodermes adeptes de Darwin, pour eux, il y a des millions d'années, l'ancêtre le plus commun, le plus ancien est l'homme, le chimpanzé, le singe bonobo. Les embranchements des gorilles et orang-outans sont venus autant plus tôt. Ceci démontre pour eux que l'homme ne peut plus représenter le sommet de la création depuis la théorie de Darwin. Il y a un intérêt croissant pour les races humaines. Je vous rappelle qu'avant certaines époques, le mot race n'existait pas, puisqu'il a pris naissance durant les siècles des ténèbres dites des Lumières. Plus tard, cette idée les a permis de classifier, genre, quelles sont les races qui sont inférieures ou supérieures, ou qui est celle qui a été la première et celle qui est la dernière, ou celles qui seront les dernières.
la plus intelligente de celle qui est la moins intelligente, pour ne pas dire bête, les recherches poussées de ces adeptes permettent de justifier la théorie de Darwin. Pour eux, malgré la différence entre les êtres humains, il est d'autant plus sûr que l'homme et le chimpanzé sont à 99% semblables. Il ajoute que deux personnes peuvent à 99% être identiques et une petite part diffère d'un individu à un autre par moment. Comme je dis, par moment, on se demande par rapport à quoi et à qui ces scientifiques tirent-ils leurs conclusions, mis à part les êtres d'une même famille et les unions incestueuses. Je ne vois pas trop ce qui pourrait rendre des êtres humains hyper identiques, voire à l'échelle d'un groupe social. Plus tard dans sa vie, Darwin affina de plus en plus cette théorie, et pour lui l'évolution est un phénomène continuel, comme si cette affirmation était nouvelle à l'époque. Il faut toujours rappeler qu'à Kemet, ou dans l'ensemble des sociétés africaines, noires si vous le préférez, avant la rencontre avec la leucodermie, connaissait cela. Il était assez évident en observant chacun dans son quotidien que l'évolution est un phénomène continuel. Comme on le dit souvent, rien de nouveau sous le soleil. Mais étant donné que c'est un scientifique leucoderme, je vous l'ai dit plus tôt, comme c'est un leucoderme qui le dit, alors cela est d'autant plus extraordinaire pour l'époque. À cela, j'ouvre les guillemets. Le processus de progrès n'a pas de forme haute et basse. À ce stade de la vie, l'évolution est un processus en continuité. Il continue en disant « Ne jamais dire plus haut ou plus bas ». Après une longue réflexion, je ne peux après éviter de penser qu'une tendance inéluctable vers le progrès n'existe. Je ferme les guillemets. Pour Darwin, l'existence ou l'essence de la science cherche à trouver, de par évidemment la science, des réponses concrètes et tangibles et donc évite le sujet du divin. En 1835, en février, lors de l'expédition au Chili, in Vivaldia, il y eut un léger tremblement de terre qui consterna Darwin. Ceci étant une première dans sa vie car cela l'amena à développer une autre théorie non innovante. Étant étonné de la non-stabilité de la Terre, personnellement, pour ne pas vous mentir, je pense que Darwin nous prenait vraiment pour des idiots. Il est pourtant écrit dans certains récits bibliques et autres littératures et revues scientifiques de cette époque, de son époque quand même, qu'il y a eu des tremblements de terre. Ce phénomène, qui n'est pas nouveau, même à cette époque, n'était influent ou de quelconque façon marquant d'un point de vue exceptionnel. Certes, cela reste un choc lorsqu'on y fait face pour la première fois, mais cela ne vient pas à dire que c'est une chose originale qui venait de se produire et d'inventer une théorie par rapport à cela. Il pensa ceci, je calme les guillemets, le monde qui est l'emblème de tout ce qui est ferme bouge sous nos pieds, comme une mince croûte au-dessus d'un fluide ou une seconde. L'esprit est submergé par une étrange idée d'insécurité que des heures de réflexion ne parviendraient jamais à créer. Il était donc certes impressionné par le pouvoir de la nature, qu'il n'appréciait pas pour autant les caractéristiques, et il aimait se conforter dans certaines de ses théories. C'est à cet instant que Darwin se rendait de plus en plus compte, évidemment, du moins, plus ou moins, on l'espère, parce qu'on ne sait jamais, que la Terre n'est pas juste un point fixe, un élément qui a une vie et qui ne demande qu'à vivre pleinement sa vie. Peut-être qu'il ne pensait pas ainsi, mais c'était la chose la plus logique à penser. C'était avant d'y mettre sa première théorie scientifique. C'était un moment très important pour lui. Vers juillet 1835, en direction de l'île de Galapagos, qui est là le point culminant qui enrichit sa théorie de l'évolution. C'est la formation des archipels séparés d'une soixantaine de kilomètres caractéristiques de cette île. Il y en a là des hypothèses en hypothèses pour enrichir davantage sa théorie sur laquelle il avait déjà des idées très très claires, mais auxquelles il avait besoin de preuves matérielles des plus solides et des plus essentielles pour appuyer ses théories. Sa prise de conscience de variation au sein d'une même espèce n'était immuable. C'était une pensée hérétique. Depuis plus d'une trentaine d'années, on a les professeurs Rosemary et Peter Grant étudiant les poinçons. Il pensa que chaque espèce a été créée de façon individualisée par rapport à son environnement. Si c'était le cas, comment fonctionnait le processus d'adaptation? Il comprendra
ce phénomène après son retour en Angleterre. Darwin comprendra plus tard que la mixité sexuelle produit des variantes plus ou moins importantes qui aident les espèces dans leur ensemble à affronter, dans le cas échéant, des conditions d'existence nouvelles. Par exemple, avec le climat, se modifiant sensiblement, seuls les individus adaptés par chance face aux nouvelles conditions peuvent survivre. Cela vaut pour toute espèce vivante, pas que les hommes, du moins ceux qui ne peuvent pas s'adapter, meurent. La sélection naturelle est à l'œuvre. D'après Rosemary Grant, la sélection naturelle peut entraîner sur une population à une voie nouvelle. Et le processus que l'on observe, du moins ce que l'on a observé chez les poinçons de Darwin, n'est pas unique sur cette espèce. Ils ont retrouvé la même chose chez les plantes durant les premières étapes de la spéciation, qui est un phénomène qui se produit spécialement chez les plantes. On le voit aussi chez les bactéries avec échange de gènes d'une souche à une autre, augmentant la variété sur laquelle la sélection peut ensuite agir, et c'est aussi frappant chez les poissons, les reptiles et même les primates, du moins même chez les primates. Il faut savoir que lorsque le prof Rosemary parle de primates, étant naturaliste et adepte de la théorie de Darwin, classe les êtres dits humains parmi les primates. Quelle est l'origine des espèces ? Cette question était très importante et fondamentale pour Darwin. Pourquoi le monde est-il si riche en espèces ? Il en déduit que le monde était un phénomène général, que la solution naturelle est le mécanisme, et en divisant la population en deux ou plus, on obtenait plusieurs espèces. Il lui faudra de nombreuses années d'analyse pour formuler sa proposition. Mais il possédait déjà les deux phénomènes clés, donc la variabilité comme phénomène naturel et la sélection naturelle comme mécanisme de son fonctionnement l'avait encouragé à penser en termes très larges. Il était quand même très autocritique comme tout chercheur. Le 20 octobre 1835, lui et l'équipage partirent en Australie. J'espère que vous avez remarqué les trajectoires qu'il avait sillonnées. Tous ces coins sont des lieux où la pratique esclavagiste s'y faisait. Je vous rappelle que l'abolition de l'esclavage s'est faite en 1848. Du moins, cela était dit officiellement. Donc Darwin et ses amis savaient qu'ils utilisaient des navires de négriers. Et donc peut-être que Fitzroy était un capitaine négrier. Car pour leurs travaux, ils avaient besoin de main-d'œuvre pour récolter, creuser, fouiller, porter des éléments lourds. S'ils partaient au-delà de tout, c'était dans le but de récolter des matières premières. N'oubliez pas que Fitzroy, je le répète encore, est un capitaine de bateau et que personne dans les livres ne s'est vraiment intéressé au travail qu'il effectuait. Il est très important de rappeler cette histoire des 3 natifs qu'il a voulu civiliser, pour ne pas dire ensauvagiser, à la leucodermite. Puisque de base, la thèse de Darwin repose sur l'existence de l'adaptation de la vie, plus précisément humaine. C'était notamment sur l'humain que cette théorie se basait, mais comme cela était un choc pour l'époque. Et la reine d'Angleterre, la reine à cette époque, est une grande croyante. Donc il ne pouvait oser ni prétendre dire qu'il osait faire une telle théorie sur l'être humain. Alors, très malin, il contourna la chose en prenant appui sur l'espèce animale. C'est très sournois, mais plus tard, peut-être que l'audace et la chance étaient inopinées, il l'a rattrapé et il publie un second livre avec sa pensée réelle. Il publie sa théorie 24 ans plus tard, mais on parlera de ça dans le prochain podcast. À cela, 2 points, j'ouvre les guillemets. La progression, l'évolution ne tend pas vers un but très élevé. Elle ne sous-tend pas d'une personne externe et ne sous-tend pas vers la perfection. En 1836, le 12 janvier, il accoste à la baie de Sydney une colonie de 23 000 blancs qui gonfla à une vitesse extraordinaire. Et avec elle prit la terre cultivable. Seuls les natifs ne participaient pas à l'essor démographique. Leur nombre diminuait car chassés et pourchassés et tués comme des animaux. Tels des sangsues, le système leucodermique restait dans sa logique d'extermination, laissant sans soin cette population native qui laissèrent mourir de faim. Car, volant leur terre cultivable, ces êtres sont d'un profond égoïsme, d'une profonde aigreur. L'espèce leucodermique voyait mourir les populations locales. Lorsqu'on pense à cela, pensez-vous que l'on peut voir ces indigènes leucodermes, descendants, se dire être des innocents, sachant que leur père
et mères et grands-parents ont fait tuer les propriétaires de ces terres pour vivre tels des lâches. Aucun locoderme n'est innocent dans cette histoire, car ils savent au prix de quoi ils ont leur bonheur. Dans le temps futur, partout où ils iront, ça sera un malheur, une vraie malédiction. La cruauté de ces bêtes sanguinaires que sont les locodermes n'ont pas du tout étonné Darwin. Car pour beaucoup qui le savent très bien, les terres océaniennes sont des colonies britanniques et par moments, on y trouve des accords faits avec des pays germaniques dont les descendants des Boers qui y vivent. Demain, probablement, nous trouverons encore des frères et sœurs aliénés du cerveau qui diront qu'il ne faut pas tous les blâmer et puis les enfants ne sont pas fautifs des erreurs de leur père et de leur mère. Mais ce que les gens dotés d'un cerveau petit, évidemment, il faut le préciser, pour ne pas dire des idiots, et les victimaires négligent plus que tout au monde, c'est le fait que le gène est un phénomène très important qui perpétue la lignée, les caractères héréditaires de leurs aïeux. Leur sont transmis de génération en génération, d'où la thèse vérifiable qu'ils ont tous l'instinct génocidaire et de domination, eux tous. Ce n'est pas en priant au nom de Jesus Christ ou de Allah que cela changera leur cœur. Car cela n'est pas une question de religion, mais de nature, de code génétique, donc élément purement naturel propre à chacun. Ils seraient purement naïfs et d'une ignoble incrédulité de croire à une amélioration de leur part. Et je vous l'ai déjà dit plus haut, comme un adepte le dit si bien, chasser le naturel, il revient au galop. Rappelez-vous de cela. Darwin prit un guide pour lui faire le tour du site. Le guide lui parla des vallées immenses à voir sous plusieurs jours de marche menant vers l'océan du Pacifique. Darwin s'interrogea sur la formation des vallées et en déduit toutes sortes de théories genre l'érosion, mais qui s'est vu grotesque à cause du facteur temps. Mais ceci était assez difficile comme hypothèse. Le point à remarquer par les habitants des lieux était que chaque vallée, se terminait par une gorge droite. Sans autres explications est que l'action sous-marine des vagues avait créé les vallées et que la Terre avait été soulevée malgré la publication de ses conclusions. Il avait toujours des doutes. Ceci n'est pas étonnant car la plupart de ces théories sont faites sur des analyses biaisées, assez infantiles, bien que pourtant cela nécessitait de plusieurs années de recherche et de calcul. C'est à ce moment-là qu'il se rendait compte que la Terre était plus vieille que ce que les théologiens de son époque, et même bien avant, avaient raconté. Je dois toujours vous rappeler que la Bible est une sorte de récit, mais pas divin à la base. Elle fut rédigée par Paul de Tarse, qui, dans son volonté de créer une histoire pour son peuple, qui était le peuple juif, a pratiqué non seulement de la mythomanie concernant la création du monde, a fait du plagiat sur les récits de Kemet. Pour lui, donc pour Darwin, ce phénomène s'est fait il y a 4000 ans, before Christ. Ce facteur lui était très important, toujours pour son théorème de l'évolution des espèces. Durant son voyage, il s'intéressa à la faune, comme je vous l'ai dit, plus haut, mais aussi aux natifs. C'est un phénomène qu'on ne pouvait pas négliger lors d'un passage dans ces terres océaniennes. L'expansion coloniale esclavagiste amenait peine, mort, destruction de la nature. À ce propos, Darwin disait ceci, et croyez-moi, qu'on le veuille ou pas, certaines de ces citations sont vraies. Vous les retrouverez notamment sur le livre du Voyage of Beagles, et certaines de ces idées du Voyage of Beagles du livre, vous pourrez les retrouver sur le livre de la sélection des espèces. Bon, et puis, pour ceux qui ne veulent pas prendre le livre, télécharger online, si ça vous dégoûte de télécharger des trucs de locodermes, bon, ce n'est pas si grave, je vais me taper le livre, ce n'est pas si grave. Donc, à ce propos, par rapport à ce qu'il a vu en Océanie, il disait ceci, 2 points, j'ouvre les guillemets. Et ça, c'est vraiment quand même dégueulasse. C'était une lutte sans merci, que rien ne justifiait. Les aborigènes australiens semblent ne plus avoir le droit d'exister dans ce pays. Les différentes espèces humaines semblent agir les unes envers les autres de la même façon que le font différentes espèces animales. Le plus fort tue et éradique le plus faible. Cela revient à dire que celui qui a les instruments pour établir sa souveraineté va davantage au loin, quitte à exterminer, détruire, humilier, voire exteindre les autres peuples
qui pour eux sont vus comme faibles, inférieurs, parasites et perturbants pour leur confort à eux du leucoderme. Darwin était bien au courant, comme tout Britannique, que l'Angleterre est partie se créer des colonies sur le sang des populations locales. Je vois cela d'un mauvais œil, ce caractère hyper naïf que les écrivains et historiens ont voulu présenter de lui. Tout Européen, Américain, Océanien et Sud-Africain, toute leucodermie confondue, qui soit allé à l'école ou pas, dit qu'il ne connaissait pas ce pan historique de la histoire, serait pour les descendants des peuples natifs encore existants une insulte et une injure malédictionnelle que ces peuples se donnent et qui dans la loi de la nature se fera payer d'une façon extrêmement violente et cruelle et d'une froideur à l'égal de leur barbarie, voire même 10 fois plus. Darwin a souligné un élément qui pour ma part est d'une cruauté. C'est peut-être que pour beaucoup, vous ne voyez pas la cruauté de ce propos. Et c'est pour ça que lorsque certains de vos frères disent que tous les leucodermes sont des négrophobes, et c'est la vérité, même ceux qui se disent « Ah, j'aime pas cette situation, j'aime pas quand on maltraite les noirs, oh là là, ça me fait mal », ce sont des hypocrites négrophobiales. Darwin a dit quelque chose qui ne peut pas être outrepassé. Il a dit, je répète encore cette citation, « Les différentes espèces humaines semblent agir l'une envers l'autre de la même façon que le font différentes espèces animales. Le plus fort tue et éradique le plus faible. » Je ferme les guillemets. Dans le cadre des Océaniens vis-à-vis des leucodermes britanniques, Boas et compagnie hollandais, dégueulasses leucodermes, sales pervers, je vous rappelle que les natifs ont agi de la même façon que nos frères et sœurs du continent Kamakachopa. Ils ont vu ces étrangers, les ont accueillis, et bizarrement, ils se sont rendus compte que ces gens avaient des drôles de comportements. Je vous rappelle encore, je vous renvoie sur mon podcast des schémas d'illusion. Nos ancêtres de Kamakachopa, je vous renvoie même sur des livres de John Barry Bock et autres livres de Kalala Omotunde. On va les lire de toute façon. Les leucodermes, notamment les juifs, avaient des mœurs étranges. Ils pratiquaient l'homosexualité. Ils étaient des anthropophages. Ils avaient des délires, des visions paranoïaques. Ils n'arrêtaient pas de se tuer, entretuer. Des mœurs tordues, des mœurs d'une vulgarité. Ils tuaient les enfants, ils tuaient les bébés, ils n'aimaient pas les enfants. Ils avaient une vision même pas de la vie, ils avaient une vision du monde très obscure, très, très sale, non respectueuse de la nature. Et donc, comme je vous l'ai dit dans ce podcast-là, nos ancêtres avaient vu ce comportement du leucoderme. Mais ils se sont dit que bon, ils vont peut-être changer. Mais ils n'ont pas changé. Et cette même naïveté, les Océaniens les ont eus, jusqu'à ce qu'ils voient la barbarie de ces peuples. Aujourd'hui, une grande partie du peuple océanien est métissé. Les Maoris que vous voyez là, qui ont l'air clairs, c'est un fruit du métissage. Parce que les peuples natifs d'Océanie sont des noirs, avec tout type de phénotypes différents. D'autres ont des cheveux noirs, d'autres ont des cheveux blancs, d'autres ont des cheveux roux, d'autres ont des nez comme si des yeux par là, voilà. Ils sont divers et variés, d'une décarnation diverse et variée du mélanoderme. Malheureusement, à la rencontre de ce peuple d'une insolence barbarique, évidemment, la mort, la désolation est semée. Mais comme j'ai dit, tout se paie sur cette terre. Et ce sont malheureusement, qu'ils l'acceptent ou pas, tous des êtres maudits. Aucun descendant de ces personnes ne sont des êtres innocents. Lorsqu'on sait qu'on vit sur des terres où des gens ont été massacrés, moi, je préfère m'en aller. Je préfère ne pas vivre là. Si je les respecte, je repars sur mon continent. Je repars d'où je viens. Je ne viens même pas vivre là. Mais ces gens, ils n'ont aucun respect. Alors ils restent là. Ils vous méprisent encore. Ils méprisent encore les enfants de ces personnes. Darwin a été là extrêmement cruel de le dire. Ces personnes n'étaient pas faibles. Ils ont fait confiance à ces gens. Et ces gens, ils ont profité de la confiance de ces personnes, de ces habitants, de ces natifs. Et les ont poignardés dans le dos. Toujours la trahison avec eux. Et c'est cette trahison qu'ils ont transmise à nos frères. Je vais moi sur la théorie aussi simple que le leucoderme est en fait l'opposé du mélanoderme dans la mesure où le leucoderme est probablement l'ombre du mélanoderme. Puisque
Pour survivre face à la glaciation, le locoderme a dû retirer sa mélanine. Il est devenu locoderme. Et c'est une transformation de plusieurs siècles. Donc ils sont probablement nos ombres. Ils sont probablement le côté très obscur de nous. Il est très difficile, lorsqu'on regarde et lorsqu'on étudie l'histoire et lorsqu'on étudiera davantage des psychopathes pareils, il est difficile de dire qu'on va vivre avec eux. Je vous le dis, à long terme, ça ne sera pas possible. Donc ceci est une raison pour laquelle le vivre ensemble ne peut réellement se faire. Même sous les bases hypocrites, cela finira extrêmement mal, terriblement mal. D'où le maintien des systèmes locodermiques à éviter de toute leur force le réveil des consciences des peuples mélanodermes. C'est sur cette vue triste que le voyage en Australie et donc dans l'ensemble, le voyage et son périple à Big Girls fut terminé. Et c'est aussi sur cette même lancée que je terminerai ma première partie sur la biographie de Darwin. Je vous donnerai mon avis, évidemment global, sur le personnage à la deuxième partie de ce travail. Nous nous reverrons bientôt pour la seconde partie. Bibala.